Et bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un décor un petit peu particulier, on est chez mon père, on est dans le coin un petit peu artistique de mon père qui fait beaucoup de peinture. Donc on va parler d'un thème dans lequel je baigne depuis ma plus tendre enfance. Petite information, j'essaye le micro externe de la GoPro, donc c'est normal qu'il y ait un son un petit peu différent sur cette vidéo. C'est pour voir un petit peu la qualité que ça donne en vidéo comme ça, montée après derrière. Alors aujourd'hui on va parler de philosophie, d'art, de photographie et d'une exposition qui est actuellement à la Fondation Louis Vuitton. Je parle évidemment de l'exposition Basquiat X Warhol qui est vraiment exceptionnelle. Il faut que vous alliez la voir si vous avez l'occasion. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette toile ? Une toile que vous avez certainement déjà vue des dizaines et des dizaines de fois. Cette même toile que vous avez certainement vue dans des couleurs différentes. Qu'est-ce que ça vous fait encore de la voir? Et bien en fait on va parler de ça aujourd'hui, on va parler de Walter Benjamin et de son livre, ou plutôt de son essai philosophique, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. C'est un petit bouquin de centaines de pages qui se propose d'analyser la place de l'œuvre d'art à l'époque où la reproduction est monnaie courante et je dirais même entrée dans le quotidien de tous. Alors, Walter Benjamin, c'est un philosophe allemand du début du XXe siècle. Il est à la fois juif, à la fois communiste. Donc dans ce début du XXe siècle, vous imaginez bien qu'il va avoir une vie politiquement engagée. Il va passer sa vie à combattre évidemment le fascisme en Europe et sera toujours en faveur des soulèvements révolutionnaires. Il aura malheureusement une vie entière d'exil et il se suicide en 1940 en Espagne. Alors, l'essai dont on va parler a été publié pour la première fois en 1936. Il a été plusieurs fois revu à mesure qu'il donnait des conférences. Et comme je le disais, cet essai veut essayer de comprendre le statut de l'œuvre d'art, l'importance de l'art dans le monde contemporain. On comprend très vite, déjà dans la préface de l'essai, que sa pensée esthétique est intimement liée à une pensée politique. Une pensée politique qui veut combattre le fascisme, et le fascisme pour Benjamin, c'est le capitalisme. Donc voilà, l'essai a un caractère antifasciste et révolutionnaire. Alors, je ne vais pas ici faire une analyse très poussée de l'essai, parce que déjà, je vous invite à le lire. Je vais plutôt ici vous donner un résumé et un peu mon avis et quelques pistes de réflexion sur cet essai de Benjamin. Alors, Benjamin part d'un principe de base qui est que la reproduction de l'œuvre d'art a toujours existé dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a quand même des moments dans l'histoire où la reproduction de l'œuvre d'art, la reproductibilité évolue. Il y a des moments marquants comme ça dans l'histoire qui marquent une certaine révolution dans cette histoire de l'art. Il prend des exemples, la fonte, la gravure, l'imprimerie, la lithographie sont à chaque fois comme ça des moments dans l'histoire où l'histoire de l'art est bouleversée parce que la reproduction de l'œuvre se veut elle aussi bouleversée. Mais Benjamin constate qu'il y a une révolution qui est en train de se faire à son époque, constate qu'il y a une nouvelle technique qui apparaît qui non pas bouleverse seulement l'histoire de l'art, mais la change complètement. Et ce moment, c'est l'apparition de la photographie. La reproduction avec la photographie n'a jamais été aussi simple et aussi rapide, et de cette rapidité naît donc le cinéma. Pour autant, dans l'inconscient collectif, le caractère d'œuvre d'art, c'est l'unicité. C'est le caractère unique d'une œuvre qui permet à cette œuvre d'être caractérisée comme une œuvre d'art. Tout le monde se dit finalement que même si une œuvre d'art est reproduite, elle n'aura jamais l'unicité temporelle, c'est-à-dire qu'il y en aura toujours une qui sera arrivée avant l'autre, et elle n'aura pas non plus l'unicité spatiale. Deux œuvres d'art ne peuvent pas cohabiter le même espace au même moment. Donc, inévitablement, la reproduction n'est jamais parfaite. Et on arrive au point central de cet essai philosophique de Benjamin, qui est que lorsque l'on reproduit une œuvre d'art et qu'on la reproduit encore et encore,
on vide cette œuvre d'art de ce que Benjamin appelle l'aura. L'aura d'une œuvre d'art, c'est un peu ça, c'est un peu l'unicité de cette œuvre d'art, c'est le caractère unique de l'œuvre, et à la fois, à travers l'aura, on a une sorte de résurgence de la nature à travers l'œuvre qui s'opère. Et donc, le fait de reproduire en masse comme ça une œuvre fait perdre son aura à cette œuvre. Et clairement, la photographie, et surtout après, il expliquera le cinéma, sont deux moments décisifs qui vont faire que les œuvres d'art vont perdre de leur aura. Et donc, je reviens à ma question initiale sur ce tableau. Qu'est-ce que ça vous fait? Eh bien, la question est probablement pas grand-chose. Le problème pour Benjamin, c'est évidemment que les masses, et plus précisément les peuples occidentaux, veulent avoir accès à l'art de manière rapide et de manière facile. Et donc, ça implique une nécessité de reproduction rapide et facile pour pouvoir offrir aux masses ce qu'ils désirent. Et donc, la conclusion, c'est que plus les masses ont accès à l'œuvre d'art, et plus l'aura de cette œuvre d'art se détériore. Et ce qui permet à une œuvre d'art de conserver son statut d'œuvre d'art, c'est justement son aura. Benjamin viendra ensuite à expliquer ce qui fait la valeur traditionnelle d'une œuvre d'art. Et selon lui, la valeur traditionnelle d'une œuvre d'art est intimement liée aux rituels des peuples primitifs, de manière générale aux rituels. Et donc, de fait, les peuples occidentaux se séparant à cette époque-là des religions, des superstitions, et donc nécessairement des rituels, eh bien on a une rupture entre justement la valeur traditionnelle d'une œuvre d'art, son aura, et la façon dont est perçue par les masses les œuvres d'art. Et encore une fois, la photographie vient vraiment donner un coup de marteau dans ce processus. Notamment parce qu'avec la photographie vient une doctrine qu'on aura appelée plus tard la doctrine de l'art pour l'art. L'œuvre d'art a deux valeurs fondamentales, une valeur culturelle et une valeur d'exposition. Et cette doctrine voudrait que on mette sur un piédestal la valeur d'exposition plus que la valeur culturelle d'une œuvre d'art. Et puisque la valeur d'une œuvre d'art est corrélée, selon Benjamin, aux rites, aux croyances, aux rituels des peuples, eh bien, de fait, l'histoire montre que tout ça se vidant dans les peuples occidentaux, tout ça disparaissant dans les peuples occidentaux, on a petit à petit une diminution de la valeur culturelle d'une œuvre d'art et une explosion de la valeur d'exposition. La reproductibilité contemporaine veut donc diminuer, voire annihiler la valeur culturelle d'une œuvre d'art au profit d'une valeur d'exposition qui sera plus grande. On sent déjà ici une petite critique de Benjamin concernant le capitalisme et donc l'impact de la consommation et des masses sur, là en l'occurrence, sur l'art et sur les œuvres d'art. Ensuite, Benjamin va un petit peu plus parler en détail de la photographie. Il explique justement que la photographie est une manière de vraiment supprimer la valeur culturelle d'une œuvre au profit de la valeur d'exposition qui complètement supplante la valeur culturelle. Sauf dans un seul cas. Dans un seul cas, pour Benjamin, lorsque la photographie met en scène un visage humain. Alors là, quand il y a un visage humain dans la photo, on peut dire qu'il y a la valeur culturelle qui revient en grâce. Mais sans ce visage humain, la photographie est purement valeur d'exposition. À l'apparition de la photographie, on s'est beaucoup demandé si la photographie pouvait entrer dans l'art. En fait, si la photo, si l'objet photographique pouvait être considéré comme une œuvre d'art. Benjamin, lui, répond à cette interrogation par une réponse assez simple, c'est que finalement la photographie, elle a changé complètement la valeur de l'œuvre d'art. Et on a aussi des petites querelles au niveau du statut du cinéma. Il y en a beaucoup qui se disent et aimeraient beaucoup que le cinéma permette de faire revenir les valeurs de l'œuvre d'art telles qu'elles étaient auparavant dans la peinture par exemple. Donc le statut du cinéma reste encore à cette époque-là assez ambigu. Alors Benjamin essaye de comparer le cinéma au théâtre.
Et la grande différence, la différence majeure, c'est que l'acteur ne va pas s'adresser directement au public, mais il va s'adresser à une caméra. Il va être modifié, son jeu d'acteur va être modifié par des artifices comme le montage par exemple. Donc, pour Benjamin, le cinéma ne peut avoir aucune valeur culturelle. Tout simplement parce que l'acteur qui joue n'est jamais lui-même. L'acteur qui joue, il joue devant une caméra, il ne joue pas devant une personne, et ensuite les images enregistrées vont être montées, vont être modifiées, donc on va encore réagencer un petit peu toutes ces parties, et puis tout ce phénomène du cinéma vide instinctivement, presque immédiatement, l'aura de tout ce qui pouvait correspondre à de l'art. Et c'est là que Benjamin poursuit une critique du capitalisme avec comme sujet d'étude le cinéma. Puisque l'acteur ne joue plus devant des personnes, mais joue devant une caméra, le spectateur qui lui se trouve derrière la caméra, si l'on peut dire, eh bien, n'a plus tellement le statut de spectateur, mais obtient le statut d'acheteur, de consommateur. Et la disparition de l'aura dans l'image, dans le cinéma, est compensée, une tentative, on va dire, de compensation, par une sorte de starification de l'acteur. Donc d'un côté, on a un spectateur qui obtient le statut de consommateur, et l'acteur qui obtient un statut de star, d'icône. Et pour Benjamin, il faut faire très attention au cinéma, puisque le cinéma va opérer le réel. Il va vraiment essayer de pénétrer le réel. Le cinéma a un statut assez particulier qui veut que le spectateur ou les spectateurs aient une réception simultanée. Et donc cette réception simultanée du spectateur engendre inévitablement l'action, le désir de réagir à ce que l'on voit au cinéma. Et selon Benjamin, ce phénomène-là est assez préoccupant. De manière générale, l'art n'arrive pas tellement à offrir au spectateur ce qu'il attend, à lui offrir satisfaction quand on observe une œuvre d'art. Et pourtant, le cinéma, lui, y arrive. Le spectateur est satisfait quand il regarde un film. Selon Georges Duhamel, le cinéma est clairement l'art des illettrés, parce qu'il est facile d'accès, il est facile à comprendre, il est rapide à comprendre. Il suffit de regarder un film, de se laisser un peu envahir par l'ambiance, les scènes, l'histoire, par tout ce qui compose un film, et finalement, on n'a pas besoin de faire un effort. Selon lui, l'art nécessite un temps d'observation, nécessite un temps de réflexion. Et pour Benjamin, la tâche la plus difficile de l'art désormais dans le monde contemporain, c'est de réussir à faire comme le cinéma, d'arriver à toucher le spectateur facilement, rapidement, et surtout à toucher une masse de personnes rapidement et facilement. Donc voilà, c'est sur ça que s'achève ce petit essai philosophique de Benjamin. Dans l'épilogue, Benjamin dit être préoccupé par l'arrivée du fascisme et notamment du capitalisme. Il estime que l'esthétisation de la vie politique à travers l'image est problématique puisqu'il va permettre de mettre les masses, les peuples, au service de ces idéologies politiques et donc, selon lui, au service du fascisme. Ce petit livre est clairement à mettre dans toutes les bibliothèques de philosophes, d'artistes, d'esthètes. C'est vraiment un ouvrage, un petit ouvrage qui est indispensable à lire, indispensable à avoir. Sa théorie est clairement empreinte de révolte, et si on la recontextualise dans l'époque, dans le début du XXe siècle, on comprend un peu ce que Benjamin a derrière la tête. L'idée selon laquelle l'aura d'une œuvre d'art se vide à mesure qu'on la reproduit, c'est une idée qui est quand même assez vérifiable. Avec l'expérience, on voit clairement que c'est une vérité. Un petit exemple, mais quand je suis allé faire un voyage à New York l'année dernière, on s'était tellement renseigné sur la ville, on avait tellement planifié notre voyage, qu'on avait vu tellement de choses sur New York, qu'en fait, une fois arrivé là-bas, on avait l'impression d'avoir déjà tout vu. On avait déjà l'impression
que, ouais, ok, l'Empire State Building, on l'a vu 20 fois dans des films, sur des photos, sur Internet. Bref, il n'y avait plus la magie, il n'y avait plus l'aura de ce que pouvait être l'œuvre d'art architecturale de l'Empire State Building. Et Benjamin arrive aussi à nous faire comprendre l'impact énorme qu'a eu dans l'histoire de l'art la photographie et donc le cinéma, qui apparaissent l'une et l'autre sans nuance comme des révolutions. Pour le reste, la théorie politique de Benjamin, anticapitaliste, est plutôt intéressante. Elle est plutôt aussi en avance sur son temps, puisqu'on en parle encore actuellement du capitalisme, des effets délétères, tout simplement, du capitalisme sur le monde contemporain. Mais je viendrai un peu nuancer sur l'arrivée du fascisme, parce que Benjamin considérait que le capitalisme était très fascisant. Au final, bon, c'est le socialisme qui a montré son côté fasciste. Donc, la théorie politique de Benjamin est très intéressante, mais elle reste quand même à nuancer, compte tenu de l'époque. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai fait récemment l'exposition Basquiat X Warhol à la Fondation Louis Vuitton à Paris. C'est une exposition surnommée à quatre mains. Donc, c'est une exposition sur les toiles qui ont été réalisées par Basquiat et Warhol. Et durant toute l'exposition, je vous avoue que j'ai beaucoup pensé à la théorie de Benjamin. Parce qu'en fait, Warhol et Basquiat sont deux artistes, on va dire, new-yorkais, des années 80, mais surtout sont deux artistes complètement opposés philosophiquement. Warhol a toujours donné un primat au capitalisme. Son œuvre entière est caractérisée par la répétition, par la diffusion en masse de ses œuvres, par les codes de la consommation de masse. Son atelier, il l'appelait la factory, l'usine. Alors que Jean-Michel Basquiat, lui, était beaucoup plus pauvre déjà, a grandi et vivait dans un milieu populaire. Il avait des combats philosophiques précis, notamment la critique de l'esclavage, la critique du statut des Noirs américains aux États-Unis. Et donc Basquiat, lui, a passé sa vie entière à combattre le capitalisme. Déjà parce qu'il pensait que c'était pas souhaitable pour l'avenir, mais aussi parce que le capitalisme était potentiellement la cause des problèmes qu'il critiquait. Personnellement, j'ai vu dans cette exposition un Warhol qui proposait un art purement d'exposition, si on reprend un peu les termes de Benjamin, purement d'exposition, et un Basquiat qui n'avait de cesse une sorte d'obsession d'offrir une valeur culturelle à son œuvre d'art. Warhol fait un travail à la chaîne, alors que Basquiat, lui, cherche à faire passer un message à chaque fois. Et pourtant, quand je regarde l'œuvre de Basquiat, je suis toujours étonné, toujours émerveillé. Même des toiles, même des dessins qu'on voit un peu partout, qui est très caractéristique de Jean-Michel Basquiat, comme le crocodile, comme la couronne. En fait, dans chaque toile, il y a des petits détails, il y a des trucs qui changent. Il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on est toujours un peu émerveillé par l'observation d'une toile qu'on a peut-être déjà vue. Donc, je me suis vraiment posé la question de savoir, est-ce que l'aura de l'œuvre de Basquiat, à l'heure de la reproductibilité technique, c'est-à-dire à l'heure de la photographie et du cinéma, est-ce que cette aura s'est autant vidée que sur d'autres œuvres d'art? Alors, j'ai envie de vous poser la question, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais est-ce que justement la densité de l'œuvre de Basquiat, son humour, sa provocation, son engagement politique fait de son œuvre justement une œuvre artistique qui se vide peut-être de son aura, mais beaucoup plus lentement, beaucoup plus difficilement que d'autres œuvres, d'autres parcelles comme ça d'œuvres d'art à l'heure de la photographie. Est-ce que la clé de l'aura dans l'œuvre d'art, ce serait pas justement de submerger un peu le spectateur d'informations visuelles, philosophiques, mais aussi de le submerger d'émotions qui peuvent être plutôt vives dans certains cas, et dans d'autres cas d'ailleurs, parfois même contraires. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez sur cette réflexion en commentaire. Cette petite vidéo croisée entre le petit livre de Benjamin et l'exposition Basquiat-Warhol est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura plu.
Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.